Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Nos invités aujourd'hui, Rebecca Fitoussi, bonjour. Vous êtes journaliste, réalisatrice, et Alex Darmon, producteur. On vous connaît bien puisque vous êtes régulièrement dans nos débats sur Sud Radio. Et ce samedi à 21h sur Public Sénat, un documentaire à ne pas manquer, Sacré Sécu. C'est vous qui l'avez réalisé, Rebecca Fitoussi, avec Adrien Benoliel. C'est un document qui retrace l'histoire de la sécurité sociale. C'est passionnant. C'est passionnant. Merci. Parce que vous avez retrouvé des images d'archives incroyables. Et puis, ça met fin à un certain nombre de mythes, en particulier celui qui raconte que ce sont les communistes. C'est un communiste qui a créé la Sécu. C'est pas tout à fait la vraie histoire. Peut-être nous raconter la genèse de ce... Oui, en fait, ça fait partie des surprises d'ailleurs au moment du tournage et de la réalisation de ce film. Moi, j'avoue que je partais de nulle part, un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que la sécurité sociale, pour moi, c'était ce qui nous remboursait les médicaments et les consultations. Et j'avais assez peu de connaissances sur le sujet. Il se trouve qu'à l'occasion des 80 ans de la sécurité sociale qu'on fêtait là en octobre 2025, la chaîne Public Sénat a souhaité avoir un film un peu patrimonial pour revenir sur l'histoire de cette institution et de ce que beaucoup de mes protagonistes appellent un joyau national, mais aussi sur la peur que cette institution disparaisse, ou en tout cas s'étiole, ou en tout cas rembourse moins. Enfin, il y a quand même pas mal d'enjeux pour le coup, pour l'avenir de la sécurité sociale. Et ça a été vraiment un grand bonheur de faire ce film, parce que j'ai tout découvert de la sécurité sociale. Oui, comme tous les Français. On voit au tout début que bien avant l'après-guerre, parce que ça arrive au moment de l'après-guerre, il y avait déjà des mutuelles. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient déjà pensé à faire des remboursements. C'était dans les années... alors en fait, c'est autre surprise de ce film, et que moi aussi je découvre en tournant et en écoutant les historiens qui sont des spécialistes de la protection sociale, qui m'expliquent que même dès le Moyen-Âge, en fait, et au fond, c'est assez sensé, l'être humain est assez intelligent, quand face au risque de la vie, il n'a rien pour se protéger, il s'organise. Donc c'était des corporations, des caisses de secours mutuelles, et en fait on comprend que les mutuelles ont précédé et même inspiré la sécurité sociale. On va en parler, parce qu'en plus cette sécurité sociale, elle est dans l'actualité, parce qu'elle est, elle est très en danger. Eh bien, on passe tout de suite au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Mais avant tout, qu'est-ce qui va se passer demain, Valérie? Le Starac. Je vois la grande journaliste. Non, demain, on va avoir quelqu'un de la Starac, donc je cherchais. On l'aura la semaine prochaine. Demain, on connaîtra Cédric, on connaîtra le jugement. Ah oui, le verdict dans le procès Jubilard, bien sûr. Vous n'y attendez pas. Non, je n'y attendais pas. Vous aimez bien tendre des petits pièges comme ça de temps en temps. Rendu par le tribunal, la sentence pour Cédric Jubilard hier. L'avocat général Pierre Aurignac a requis 30 ans de réclusion et le retrait aussi de son autorité parentale, puisqu'il y a eu aussi l'importance dans les débats des témoignages des enfants de Cédric Jubilard. Reportage sur France 2. Comme pendant les 4 semaines de son procès, Cédric Jubilard reste impassible, ne montre aucune émotion au moment où le parquet général réclame 30 ans de réclusion criminelle contre lui. Pendant 4 heures de réquisitoire, les deux magistrats tentent de balayer toutes les incertitudes pour affirmer leurs convictions. Au bout du chemin, je n'ai aucun doute sur le fait que Delphine est morte ce soir-là. Il est coupable. L'avocat général en est persuadé. C'est quand Delphine a annoncé son intention de quitter le foyer que Cédric Jubilard aurait décidé de la tuer. La disparition symbolique du corps, le fait qu'on s'organise pour qu'on ne puisse jamais le retrouver, c'est un prix au-delà du dernier souffle. C'est-à-dire que tu n'es même pas digne d'être enterré et personne ne pourra venir se recueillir sur ta dépouille. Alors Rebecca Fitoussi, vous êtes aussi sur Public Sénat, la présentatrice d'Un monde en doc et d'Un monde à un regard. Est-ce que vous allez traiter un jour l'affaire Jubilard, et quel regard journalistique vous avez sur cette affaire et sur ce procès hors norme? Alors, en fait, nous, dans l'émission Un monde en doc, on organise des débats ou des échanges en plateau après un documentaire. Donc, si un jour j'ai un documentaire sur l'affaire Jubilard, évidemment que je traiterai l'affaire. Pour ce qui est de mon regard de journaliste, moi je me suis éloignée du news assez volontairement pour m'épargner ma santé mentale, justement pour être
moins confrontée quotidiennement à ces sujets assez lourds. Donc j'avoue que j'ai suivi, parce que je suis journaliste et que je suis probablement addict à l'info comme beaucoup de journalistes. Donc j'ai les urgences, j'ai les pushs sur mon téléphone. Je suis ça, mais j'ai pas d'avis. Enfin, voilà. Honnêtement, je suis pas journaliste justice. Dernière journée donc avant le verdict. Aujourd'hui, la parole en ce moment est à la Défense. Christine Bouillot pour Sud Radio est sur place et ça sera sur nos réseaux sociaux. Si le gouvernement ne tombe pas aujourd'hui, on attend, c'est imminent. Ouais, c'est imminent là, depuis une demi-heure, c'est imminent. Le résultat du premier vote de LFI. C'est ça. Si le gouvernement ne tombe pas aujourd'hui, eh bien, on va en parler évidemment après la pub, mais le remboursement de nos médicaments et les consultations seront moins prises en charge et c'est un recul pour la sécurité sociale. Vous voyez pourquoi j'ai choisi ce son dont on va parler dans un instant et écoutez ce reportage, c'était dans le 20h de France 2. Il va falloir payer davantage pour vos dépenses de santé. S'il est adopté, le projet du gouvernement prévoit qu'après remboursement par la Sécu, il vous restera à payer non plus 1, mais 2 € pour chaque boîte de médicaments. Ça changera rien à mon quotidien et si ça peut alléger les finances, tant mieux. Sur 5 médicaments, il y a quand même 10 € qui partent. 5 boîtes, c'est 10 € et ça, pour moi, ça fait beaucoup. Chez le médecin aussi, il faudrait payer plus. Aujourd'hui, le reste à charge est de 2 €, il passerait à 4 €. Sachant que ce montant avait déjà doublé l'année dernière. On commence à en avoir marre. Que ça coûte de plus en plus cher. Est-ce que finalement tout ça va pas aller à la perte de la sécurité sociale ? Je l'espère pas et je le pense pas, très honnêtement. Et d'ailleurs, c'est aussi le message du film et de tous les responsables politiques que j'interviewe dans ce film. Ils sont quand même assez unanimes pour dire que personne ne supprimera la sécurité sociale. La question, évidemment, c'est sur ces taux de remboursement et jusqu'à quel point elle va continuer de nous accompagner dans notre quotidien et surtout ne pas aller vers un système à 2 vitesses comme on peut le connaître aux États-Unis. Donc c'est effectivement tout l'enjeu de l'avenir de la Sécu. Mais c'est rigolant en entendant ces sonores là qui ont donc été diffusés hier. J'ai l'impression d'entendre les mêmes que ceux que je diffuse dans le film, où on commence à dérembourser des médicaments, notamment à la réforme de 2004 de Xavier Bertrand qui en parle très bien, où les gens se plaignent et je les comprends et ils ont raison. On a l'habitude d'avoir une sécu très très efficace, opérationnelle et qui nous rembourse beaucoup. Donc c'est dur pour les Français d'entendre qu'ils seront peut-être un peu moins remboursés. Mais Éric Revel nous rappelle régulièrement que la Sécu un jour peut annoncer qu'elle ne peut plus, qu'elle n'est plus en mesure de vous rembourser vos médicaments. La Cour des comptes a parlé d'une crise de liquidité. La sécurité sociale, c'est la branche maladie, mais c'est aussi la branche vieillesse, donc c'est aussi nos retraites. Donc à un moment donné, le déficit, on l'estime de 15 à 20 milliards d'euros, donc c'est énorme, bien sûr. C'est énorme. Alors à chacun son son, dans mon zapping, ce son est pour vous, Alex Darmon, spécialiste de la politique, évidemment. Alors si le budget est voté, hier sur T18, l'émission Pour tout dire recevait Benjamin Griveaux et il est revenu sur l'exclusion des ministres par le Parti républicain. Pour lui, c'est une faute politique. Vous me direz si vous êtes d'accord avec lui. Chef, c'est fait pour cheffer. Et là, manifestement, ça cheffe pas beaucoup chez les Républicains. Ça exclut, ça expulse. Alors, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, n'a pas réussi toujours les OQTF, mais il a inventé des OQPR, c'est les obligations de quitter le Parti des Républicains. Et donc, il a expulsé les impétrants qui ont accepté de participer à ce gouvernement. Moi, je pense que c'est une faute politique majeure, notamment à l'égard du peuple de droite, de gouvernement raisonnable, parce que quand on est dans la situation dans laquelle le pays se trouve, dans la situation financière dans laquelle le pays se trouve, la culture, c'est quand même de participer à ce redressement. Voilà. Vous en pensez quoi ? Bon, il y a eu des débats de Valérie, mais moi je pense que Bruno Retailleau, s'il a fait une erreur, c'était il y a 10 jours, une semaine. Ouais, absolument. C'était le fait de quitter le gouvernement. Voilà. Donc aujourd'hui, on comprend pas bien pourquoi on ne censure pas un gouvernement aujourd'hui auquel on ne voulait pas participer. Voilà, il faut être cohérent. S'il a quitté le gouvernement il y a 10 jours, s'il y a des ministres qui sont de son parti, vous savez, moi je trouve que Bruno Retailleau, il a été élu avec 70%. Dans son parti. Quand vous êtes élu avec 70%, c'est vous qui décidez normalement. Et vous prenez une décision, vous vous y tenez. Et là, il l'a pas fait. Donc aujourd'hui, il essaie d'être cohérent en renvoyant les membres de son parti qui font pas comme lui. Alors, elle était la star de nos traités, la star de nos réseaux sociaux. On s'arrachait à tout prix. Vous vous souvenez pas ?
Les laboubous, Valérie. Ah oui, c'est terrible. Vous n'avez pas voulu... Si, mais j'ai vu, c'est terrible. À la boubou, alors... Ils finissent très mal. Mais oui, tous les laboubous, ils sont mis à la poubelle. Il faut rappeler pour nos auditeurs qui ignoreraient ce que sont les laboubous, ce sont des petites peluches immondes que les fashion victims s'arrachaient à des prix faramineux pour accrocher à leur sac. Et maintenant, ils sont tous à la poubelle. Il y a une pollution. Ils finissent en éponge. Vous avez vu ce sujet-là, je vous ai mis dans le zapping. Les laboubous finissent comme éponge ou à la poubelle. Souvenez-vous des laboubous, ces petites peluches qui se vendaient à des centaines de dollars en ligne et pour lesquelles les gens faisaient la queue toute la nuit. Eh bien aujourd'hui, elles sont toujours partout, mais plus personne n'en veut. Certains employés de magasins de seconde main sont submergés. De nombreuses personnes donnent leurs laboubous aux bonnes œuvres, par exemple, qui ne savent plus quoi en faire, au point que certains laboubous finissent à la poubelle ou comme éponge pour le ménage parce qu'elles absorbent bien l'eau. Eh oui. Le laboubou, il finit pour nettoyer le sol et les éponges. Ah là là, là pour le coup, on est dans la société de consommation et c'est vraiment, on achète un truc et on pollue juste derrière. Bye bye les laboubous. Hier, on a appris la mort du journaliste sportif et commentateur sportif Jean-René Godard. On se rappelle de son timbre, de sa voix qui nous faisait vibrer lors des épreuves cyclistes avec une mélodie dont seul lui avait le secret. Et Félicia vient de prendre la tête. Félicia Ballanger qui a fait un démarrage énorme. Une Formule 1, même Schumacher, même Hakkinen serait admiratif. Félicia qui est partie, la cloche, 250 mètres, dans 250 mètres, 200 mètres sur la ligne blanche. Félicia Ballanger qui a environ 10 longueurs d'avance. Félicia Ballanger qui entre dans le dernier virage. La motion de censure et les filles rejetées par les députés, il n'y avait pas beaucoup de... mais il y avait eu un petit suspense. Ils sont en train de faire monter pour la deuxième quand même. Hein. Pardon ? Ils sont en train de faire monter la sauce pour la deuxième, notamment les socialistes. C'est du Rassemblement national. Ils sont en train de dire que ça se joue à 6 ou 7 voix. Et qu'il y en a qui voulaient pas voter chez les Républicains la motion de censure de LFI, qui auront voté celle du RN. Mais sauf que LFI ne voudra pas voter celle du RN. Ah si, ils la voteront. Si, je pense qu'ils... je pense pas. Moi, je pense qu'ils peuvent la voter au dernier moment si ça arrive à faire tout tomber. Si, je pense. Comme l'information vient de tomber, Valérie, vous savez à combien de voix elle a été rejetée ou pas encore ? Pas encore. J'ai l'image, mais j'ai pas le son. Alors, 271, me dit dans l'oreillette, 271. contre 286. C'est pas énorme. Donc, je vous donne l'information. Merci au réalisateur. Ça fait quoi ? Ça fait 8 voix de différence, en fait. Si vous avez 8 voix de l'autre côté, ça tombe. Ouais. Donc c'est pas énorme. Mais il faut que LFI vote celle du RN, ce qui, pour moi, ça n'a jamais été fait. Donc mais depuis 3 semaines, rien n'a jamais été fait. Donc c'est vrai. Tout n'avait jamais été fait et a été fait depuis 3 semaines. Alors je vais vous répéter les scores. Alors, on peut me le dire dans l'oreillette. 271 pour. Et 289 contre. Et 289 voix pour la majorité requise. Et il y en a eu. D'accord. D'accord. Donc, allez, on continue. Donc ça s'est pas joué à grand chose. C'était normalement la mention de censure la plus menaçante pour le gouvernement. Oui, c'est ça. A priori, c'était celle-ci la plus menaçante. Sauf si, comme vous le dites, on verra si vous avez de l'intuition politique, les LFI votent avec le RN. Moi, ça m'étonnerait parce qu'ils sont tellement, je sais pas le mot, mais surprenant. Oui. Étonnant. Ouais. Pour finir, il est mort. Pour finir, voilà, je retrouve après avoir bataillé contre. Excusez-moi. Après avoir bataillé contre un cancer du pancréas, le pionnier de la néo-soul est mort à 51 ans. Il s'appelait Angelo. On écoute un de ses plus grands succès. On lui rend hommage sur Sud Radio. Dans ce monde de brut. Exactement, c'est d'Angelo, j'ai dit Angelo. Absolument. D'Angelo, comme il y avait l'actualité. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de la sécurité sociale qu'on nous envie, qui est en danger malgré tout. Et on va parler de ce doc à ne pas manquer, qui va être diffusé samedi sur Public Sénat. À tout de suite. Et puis en replay. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, parlons vrai. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio.
Gagnez votre séjour pour 4 personnes en famille au Futuroscope avec une nuit d'hôtel et les petits déjeuners. Un lieu extraordinaire où le réel et l'imaginaire. Le 10h midi, Sud Radio Média. Les invités du jour. 2 invités aujourd'hui, Alex Darmon, producteur que vous connaissez bien sur Sud Radio, et Rebecca Fitoussi, journaliste, réalisatrice. On vous retrouve sur Public Sénat. Vous animez Un monde en doc et Un monde, un regard. Vous réalisez des documentaires en immersion également. Et là, c'est ce documentaire Sacré Sécu que vous avez réalisé avec Adrien Benoliel, qui sera diffusé samedi soir sur Public Sénat et qui sera évidemment accessible en replay, parce que c'est vrai que le samedi soir c'est rediffusé le dimanche matin à 9h et effectivement en replay. Mais c'est passionnant parce qu'on peut se dire la sécu c'est un peu ardu, c'est technique, c'est le mot sécurité sociale, c'est poussiéreux, et en fait c'est un doc qui vous emmène par les images, par la narration, par les gens qui interviennent et qui vous racontent cette formidable histoire, et vous commencez d'ailleurs par un sketch qui est assez drôle de Vincent aussi, et c'est vrai que les Américains nous l'envient, enfin le monde entier nous l'envie, cette sécu. On est les seuls au monde à avoir ça. Alors on a 2 autres pays qui sont très bien protégés aussi socialement, c'est le Royaume-Uni et la Suède. Sauf que en fait, quand on regarde dans le détail et qu'on voit le délai de remboursement, on s'apparaît qu'ils sont quand même moins avantageux que le nôtre. Donc quoi qu'il arrive, on fait partie. On a l'un des meilleurs systèmes de protection sociale au monde. Ouais. Et alors vous, qu'est-ce qui vous a étonné, c'est cette histoire on pensait que ça venait des communistes et finalement, en fait... Ça, c'est ce que vous avez découvert, effectivement. Oui, énorme surprise en interviewant 2 historiens. J'ai voulu 2 historiens pour avoir 2 versions, pour essayer toujours de recouper un peu les informations et de ne pas avoir qu'un seul point de vue. Et il se trouve qu'il y a, je suis désolée de le dire, une vraie imposture des communistes sur l'histoire de la sécurité sociale qui se sont... qui était censé être... La paternité. Alors l'histoire de sa tombe est incroyable. Ouais, c'est assez incroyable. En fait... Ils ont poussé le mensonge jusqu'à mettre sur sa pierre tombale qu'il avait été ministre du Travail à partir d'octobre 1945, alors qu'il l'est à partir du 21 novembre 1945, c'est-à-dire après l'écriture et l'adoption des ordonnances qui créent la Sécu. Et Ambroise Croizat, roi du marketing avant l'heure, parce que c'est lui qui a été défendre cette loi. Écoutez, c'était en avril 1946. On a l'impression que c'est sa loi, mais c'est étonnant comme document. Le grand édifice social qui prévoit dans son cadre toutes les améliorations possibles. Il est permis d'envisager que demain, la sécurité sociale assurera à tous les hommes et à toutes les femmes une certitude quant à leurs possibilités de vie, la prévention des accidents et leur réparation, l'indemnisation de toutes les pertes de travail, telles que le chômage et l'assurance contre tous les risques sociaux. Oui, c'était un tribun, c'était à l'Assemblée et c'était juste avant que tout ça soit officialisé. Précision quand même apportée par les historiens, c'est qu'il s'est chargé de la mise en place de la sécurité sociale. Et la tâche était aussi très importante et il l'a très bien fait. C'est-à-dire que quand même, les communistes n'ont pas rien fait dans cette histoire, loin de là. En revanche, voilà, c'est pas juste... Ça a été déjà créé assez en amont. Vous êtes le producteur, Alex Darmon. Comment on travaille sur un doc comme celui-là quand on est producteur? Un petit peu raconter le making-of, entre guillemets. On essaie de trouver les bonnes personnes à associer à Rebecca à l'écriture et à l'image à Adrien Benoliel, et après on essaie de donner les bons éléments. Comme c'est un doc historique, il fallait qu'on ait de l'histoire, qu'on ait des images d'histoire, qu'on ait des images d'archives, et c'est ça qui a été le plus dur aussi, à pouvoir rassembler ces images, à trouver, je vais vous dire, les ayants droit, tout simplement. Et là, je salue David Doro, avec qui je travaille au quotidien, pour aller chercher les bonnes personnes qui ont encore ces images, notamment la pub que tu voulais absolument, Rebecca, sur la Sécu, c'est bien, en abuser, ça craint. Moi, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'on avait eu des spots. Il y a eu plein de campagnes pour la Sécu. Et ça, il faut trouver les ayants droit, c'était il y a 20-25 ans, il faut aller les chercher, donc c'est ça qui demande beaucoup de temps. Et après, c'est trouver aussi les bons intervenants, les bons historiens, les bonnes personnalités politiques qui vont avoir quelque chose à apporter et à raconter autour de la sécurité sociale. Donc voilà, c'est travailler vite, bien, mais en essayant d'être le plus factuel possible et le plus honnête et authentique possible. Est-ce qu'à travers ces 80 ans, est-ce qu'on n'a pas un peu oublié le bénéfice de cette sécurité sociale? C'est vrai qu'on va à sa pharmacie, on prend le médoc, on paye pas.
et on se rend peut-être pas compte que... c'est ce qui est dit à un moment. Ça, c'est un des vrais angles aussi du film. Parce qu'on ne connaît pas le prix du médicament. C'est-à-dire que je suis incapable de vous dire tel médicament que j'ai pris, s'il coûte 15, 20 ou 25 euros. Le médicament ou le moindre examen qu'on va faire, une radio, une IRM, on ne sait absolument pas combien ça coûte. Et d'ailleurs, ça fait partie des idées qui peuvent être débattues aujourd'hui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas présenter la facture réelle, du coût réel du soin qu'on vient de faire dans un centre de radiologie ou un centre d'analyse médicale, juste pour comprendre. Il ne s'agit pas de le payer, mais juste de comprendre que ça a un coût, la santé. Mais il y a ça aussi, l'image d'une vieille dame un peu poussiéreuse, la sécurité sociale, avec des lourdeurs terribles, avec peu d'innovation. Finalement, on pense aux États-Unis, par exemple, où les médicaments, alors c'est des questions de culture, mais sont donnés à l'unité. Vous avez besoin de 4 jours, on vous donne les comprimés qu'il vous faut, plutôt que d'avoir des boîtes qui s'empilent. Donc on a on voit qu'il y a quand même une sorte de lourdeur, lourdeur administrative qui est associée aussi à la sécurité sociale. Oui, puis peut-être même un petit luxe, c'est-à-dire qu'en fait on s'est habitué, c'est rentré dans notre quotidien, on se rend plus vraiment compte. Alors c'est marrant parce que quand je suis allée à la rencontre des Français pour essayer de savoir s'ils savaient comment fonctionnait la Sécu et comment elle était financée, il y avait quand même une partie des Français qui sont d'une génération, je sais pas, à plus de 40, plus de 50 ans, qui savaient comment ça fonctionnait et qui avaient conscience du luxe que c'était, et notamment des personnes étrangères qui avaient été naturalisées françaises et qui se rendaient compte de la chance qu'on avait en France d'avoir ce système, et les jeunes étaient beaucoup moins au courant. Et il y a une séquence d'ailleurs dans le film qui est assez marrante où on voit 2 jeunes qui savent absolument pas comment se ils sont financer interviewés et ils demandent qui paye la Sécu. C'est un moment. Je voulais pas les humilier, mais c'est un moment qui est révélateur, je pense, de la nouvelle génération qui sait absolument pas comment se finance la Sécu. Mais c'est pas gratuit la Sécu. Et ça ne l'est pas du tout. C'est nous qui payons. C'est ça. C'est nous qui payons. C'est le message. Il faut qu'on en ait conscience pour être nous-mêmes responsables dans notre consommation de soins, parce que je crois qu'on est peut-être un peu devenu consommateur de soins sans réaliser à quel point tout a un coût. Et puis il y a aussi une autre révélation qui a été une vraie surprise pour moi pendant le tournage, c'était que les professionnels de santé fraudaient aussi la sécurité. Il y a un problème de fraude à la sécurité sociale, 13 milliards d'euros. De certains usagers aussi. De certains usagers, et alors moi je l'ai découvert de certains professionnels de santé. Qui facturent, c'est raconté par des pharmaciens justement qui racontent. Il y a tout un tas de professionnels qui considèrent que peut-être ils ne sont pas assez rémunérés, donc ils surfacturent des soins qu'ils ne prodiguent pas en réalité. En tout cas, c'est un vrai travail d'enquête et d'investigation qu'on peut saluer et voir sur la sécurité sociale, parce que c'est quand même un sujet compliqué à traiter, un doc sur la sécurité sociale. C'est une forme de grande saga en fait. C'est la façon dont c'est pris justement avec les images d'archives, avec des intervenants, franchement, on est pris par l'histoire de cette sécurité sociale. C'était un vrai défi. Moi, quand j'ai accepté le projet, j'avais très peur parce que jusqu'ici, vous l'avez dit, j'avais fait plutôt des docs d'immersion. J'étais dans la confidence, dans l'intime. Donc voilà, j'allais filmer des émotions. Là, c'était vraiment un sujet très technique, historique, pédagogique. Donc c'était compliqué. On a voulu le rendre un peu fun, un peu sympa, un peu humoristique. Et dans la forme, on a essayé d'être un peu inventif. Peut-être pas assez, mais enfin, en tout cas, on a essayé d'être créatif. Si, moi j'ai trouvé que c'était très réussi. Et alors, à signaler, Valérie, que ça sera suivi d'un débat présenté par Tam Tranui. Non, par Tam Tranui, exceptionnellement, parce que comme Rebecca a fait le sujet, on lui a dit, tu vas pas tout faire quand même. Et donc, il y aura un débat avec des sénatrices, le directeur de la sécurité sociale, qui sera présent en plateau. Pierre Pribille. Exactement, Pierre Pribille, pour un grand débat suite à ce documentaire. Et on voit les enjeux aussi, vous les évoquez, les enjeux, les défis à relever pour la sécurité sociale. Merci d'avoir été là, Rebecca Fitoussi. Et merci Alex Darmon. À très vite. Et tout de suite, c'est Perico Légas qui sera avec vous. Ne zappez pas, restez avec nous sur Sud Radio. Très bonne journée.